Yorana, bienvenue dans votre journal du 2 mai. Aujourd'hui, voici les titres de ce soir. Pas d'école aujourd'hui pour de nombreux établissements scolaires. Les équipes pédagogiques étaient mobilisées pour élaborer la nouvelle charte de l'éducation. Pour en parler, nous recevons le ministre de l'Éducation, Roni Teripaya. Et nous irons ce soir à Raiatea, où la commune de Toputopuatea peine à entretenir ses bords de route, 20 ans après le projet d'embellissement lancé par la municipalité. Les moyens manquent pour maintenir les plantes ornementales. Et vous avez peut-être assisté en direct ce matin à la désillusion des Tikitoa, battus d'un but par le Chili pour son premier match de la Coupe du Monde de beach soccer. Et nous parlerons de football féminin ce soir avec la participation de l'AS Pirée à la Ligue des champions de l'OFC. Plusieurs établissements scolaires ont fait le pont aujourd'hui. Si les enfants sont restés à la maison, les équipes pédagogiques se sont rendues dans les écoles pour travailler sur la nouvelle charte de l'éducation. Nous avons suivi les travaux des écoles du premier degré de l'enseignement protestant, le compte-rendu de Herehau Tiariki et Sophie Gebel. Pas de cours aux élèves ce vendredi matin, mais un moment de partage et de réflexion commune pour le personnel enseignant et non enseignant. La nouvelle charte de l'éducation est en cours d'élaboration. Véritable guide de tous les acteurs et les partenaires de l'éducation, la précédente remonte à 2017, alors il était temps de la réadapter. Nous pensons que c'était vraiment important parce que maintenant, on a également évolué, on n'a plus les mêmes moyens. Certainement qu'on devrait aussi revoir nos pratiques parce que on est tous connectés, on est à l'ère numérique. Maintenant, on parle de l'IA. Je pense qu'on est, on est amené aussi, nous, en tant qu'enseignants, à être formés sur des choses innovantes pour qu'on puisse justement après enseigner à nos élèves. Pour ce faire, le personnel couche sur le papier ses idées sur plusieurs thématiques, en petits groupes, puis en assemblée générale. Chacun donne son avis avec un objectif, repenser la place de l'enfant polynésien au cœur du système éducatif. Les élèves d'aujourd'hui ne sont pas les élèves d'hier et d'avant-hier. Donc avec ce changement générationnel, on est obligé aussi de proposer des outils, des pédagogies, un environnement différent pour mieux accompagner les enfants. D'où l'importance de cette charte de l'éducation qui s'adapte à l'évolution sociétale. C'est construit de manière à pouvoir mettre l'enfant polynésien au cœur du dispositif, de manière à pouvoir améliorer les résultats scolaires de nos élèves. Cette journée de consultation a eu lieu dans l'ensemble des établissements scolaires du premier et du second degré. Une synthèse sera ensuite réalisée par les équipes du ministère de l'Éducation avant la parution de la future charte. Depuis 1992, c'est la 5e fois qu'elle est renouvelée. Et pour en parler plus en détail, nous recevons le ministre de l'Éducation, Fatraoui Yorana. Alors, première question concernant cette nouvelle charte de l'éducation. La dernière date de 2017. En 8 ans de pratique, quels sont les points à améliorer aujourd'hui? Écoutez, il y a plusieurs points. De toute manière, toutes les chartes d'éducation qui ont été mises en place, à un moment donné, il s'agit de restructurer tout simplement cette charte et de repenser d'autres orientations qui correspondraient d'abord à l'époque dans laquelle nous vivons, puisque, comme vous le savez, le monde a changé, les gens ont changé aussi. Donc, on a besoin d'adapter la charte d'éducation au contexte actuel. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement en place a voulu organiser ces états généraux pour réfléchir ensemble à de nouvelles orientations. Donc là, dans ce reportage, on voyait l'enseignement protestant, mais sinon dans le public aussi, le premier et le second degré ont travaillé aujourd'hui sur cette nouvelle charte de l'éducation. L'enfant polynésien reste au centre de l'éducation, conformément à ce qui avait déjà été énoncé lors des précédentes chartes. Voilà, il a toujours été au centre du système éducatif, mais ce gouvernement, en tout cas, veut mettre certains aspects beaucoup plus en avant, notamment la question des langues et cultures polynésiennes, parce que c'est un moyen que l'on peut utiliser pour faire en sorte que tous les élèves réussissent, notamment les élèves en grande difficulté.
Et c'est un des objectifs du gouvernement de valoriser tout ce qui est écosystème culturel et linguistique. Parce que nous savons pertinemment qu'aujourd'hui, l'enfant polynésien est en perte de repères historiques et géographiques. Et notamment, c'est la raison pour laquelle on met tout cet écosystème en place. Et les États généraux, justement, viennent répondre à ce besoin de renouvellement. La consultation citoyenne, comme ça s'est fait pour les rythmes scolaires, on procède de la même manière, de manière à recueillir tous les avis, aussi bien des parents, des élèves, que tous les partenaires en fait, qui contribuent, qui constituent cet écosystème de l'éducation, pour faire en sorte d'organiser et de construire ensemble une nouvelle charte de l'éducation beaucoup plus proche de la réalité, du contexte géographique, culturel et historique de l'enfant polynésien. Il y a aussi une nouvelle problématique qui a été évoquée ce matin dans plusieurs groupes de travail, c'est les nouvelles technologies, Internet, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ce sont de nouvelles difficultés, ce sont des améliorations, mais aussi des difficultés qui se sont présentées au personnel pédagogique. Aujourd'hui, est-ce que vous allez travailler plus avec les nouvelles technologies ou se protéger des nouvelles technologies et les utiliser à bon escient? Alors, comme vous venez de le dire, utiliser à bon escient, c'est de toute manière la mission première de l'enseignant et de l'ensemble du système éducatif, c'est de protéger l'enfant, notamment par rapport à l'exploitation de ces moyens numériques multimédia. Il s'agit, en tout cas pour le système éducatif, les cadres de l'éducation, de réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer justement l'utilisation à bon escient de tous les outils qui sont mis à disposition, mais aussi de manière à protéger nos enfants par rapport à tous ces moyens techniques modernes. C'est sûr que l'intelligence artificielle aujourd'hui occupe une grande place, mais il s'agit justement de donner une certaine culture à nos élèves par rapport à l'utilisation de cette intelligence artificielle, et c'est important. En début de semaine, donc c'est une autre thématique, en début de semaine, le tribunal administratif a annulé l'arrêté portant approbation des nouveaux rythmes scolaires. Il manquait juste la réunion de la commission technique paritaire, donc juste un problème de forme. Est-ce qu'aujourd'hui, ce problème est réglé? Alors, ce problème est réglé. C'est vrai qu'il y a eu un vice de forme, tout simplement, parce qu'une consultation, la consultation du comité technique paritaire qui concerne justement les agents de l'administration publique du FENUA n'a pas été consulté, on s'en excuse encore une fois, mais cette fameuse commission a eu lieu en avril dernier, au début du mois, et donc tout a été régularisé, c'est passé au comité de l'éducation, et mercredi dernier, le Conseil des ministres a acté les nouveaux arrêtés qui prennent justement en compte la consultation de ce fameux CTP, de cette fameuse CTP, et donc je tiens à préciser à tous les parents d'élèves, notamment, et tous les partenaires du système éducatif, qu'il n'y aura pas de rupture. Quand bien même la décision du juge, c'est de supprimer ces arrêtés et l'application se fera au mois de juillet, mais il n'y aura pas de rupture. En fait, on continuera toujours avec le même rythme et ça entrera évidemment en vigueur à la rentrée prochaine. Justement, concernant les difficultés qu'ont pu rencontrer certaines familles ou les communes, vous utiliserez également ce temps pour voir comment est-ce que vous pouvez mieux soutenir les acteurs justement de cette coéducation que sont les parents, les communes et les diverses associations qui entourent le système éducatif. Ah, vous parlez du temps des États généraux sur la charte d'éducation? Non, concernant justement les rythmes scolaires, concernant les changements d'horaire, certains parents ont dû payer des garderies, il y a des communes qui ont dû modifier aussi leur planning de ramassage ou de retour des élèves dans les quartiers. Donc là, est-ce qu'il y a toujours ce travail ou est-ce qu'il est déjà réglé? Voilà, en fait, ça dépend des communes, tout dépend des besoins de certaines communes, tout dépend aussi du contexte géographique. En général, on n'a pas énormément de remontées négatives par rapport à ça. De toute manière, le ministère de l'Éducation a toujours précisé que ces portes étaient ouvertes à la discussion et des réajustements pourraient être possibles. De toute manière, quand on met en place une réforme, à tout moment, on peut revenir sur des ajustements. Et c'est la raison pour laquelle le dialogue doit s'instaurer de part et d'autre. Est-ce que vous allez remettre quand même cette thématique des rythmes scolaires dans les états généraux? Ou est-ce qu'on va dire qu'aujourd'hui, le problème est réglé et que tout le monde, tous les syndicats, en tout cas lors de la dernière commission technique paritaire, ont validé ces nouveaux horaires? Non, on ne parlera plus des rythmes scolaires pendant les états généraux. On peut aborder le sujet, mais je vous dis encore une fois, comme je le disais tantôt, que ce problème est résolu et donc il n'y aura pas de rupture par rapport au déroulement des rythmes scolaires actuels. À la prochaine rentrée, on continuera avec ces fameux rythmes scolaires. Et s'il y a des ajustements à faire, évidemment que c'est en concertation avec tous les partenaires.
Autre actualité, Fatrehou, cette semaine, vous avez acté la mise à pied du directeur du Centre des métiers d'art. Inadoui Kochoa assurera l'intérim. Avez-vous terminé l'enquête administrative ou est-elle toujours en cours concernant le CMA? Voilà, alors à partir du moment où on acte la mesure conservatoire, la suspension d'un personnel de direction, il y a une enquête administrative qui est en cours, on vient juste de la débuter, on va la débuter, c'est en cours, je ne peux pas vous dire combien de temps ça prendra, ça relève du ministère de la fonction publique, mais en tout cas on fait tout pour faire la lumière sur toute cette affaire tout simplement. Et en tout cas je tiens à rappeler à l'ensemble du personnel du Centre des métiers d'art qu'il faut calmer la situation. Que chacun doit rester à sa place et pour la bonne continuité, le déroulement du service public tout simplement. Est-ce que des plaintes ont été déposées au pénal? De mon point de vue, à ma connaissance, non. Et si jamais les faits étaient avérés, quelle serait la suite éventuelle de cette affaire? Il faudra que je discute avec mes collaborateurs et l'ensemble du gouvernement. Je ne prends pas la décision tout seul. J'attends les résultats tout simplement de l'enquête administrative. Merci beaucoup, Fatrehou, pour toutes ces explications et merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous nous envolons pour les îles sous le vent à Rayatea, où la municipalité de Tapu-Tapuatea fait face à des difficultés pour entretenir ses bords de route. Il y a 20 ans, le maire avait lancé un projet d'embellissement des 50 km de route de la commune en plantant des crotons. Mais voilà, aujourd'hui, il manque de main-d'œuvre pour les entretenir. Le reportage de Jessica Doucet. 800 000 plantes mises en terre, 50 km de routes fleuries et une ambition, donner des couleurs à Rayatea. Depuis 2 décennies, la commune de Tapu-Tapuatea porte ce projet d'embellissement soutenu à l'époque par le ministère du Tourisme. Mais aujourd'hui, le tableau s'assombrit, faute de moyens et surtout depuis la suppression du dispositif CAE qui permettait de disposer de main-d'œuvre. La commune peine à entretenir ce patrimoine fleuri. Les associations qui prenaient soin des plantations ont dû cesser leur activité, laissant certaines zones à l'abandon. Thomas Moutam, maire de Tapu-Tapuatea, se souvient de l'époque où l'organisation était bien rodée. À l'époque, on sollicitait auprès du CEFI, les CAE, les DIJ, et nous avons mis en place au moins 8 associations, tous les 5 km, donc c'est eux qui font l'entretien. Depuis 2 ans, depuis qu'on a supprimé ce dispositif, on est vraiment embêtés. Et pour cause, Tapu-Tapuatea s'étend sur plus de 50 km, soit la moitié de Rayatea. Un défi logistique pour le conseil municipal qui ne peut plus compter que sur le passage ponctuel des équipes du service de l'équipement. Un passage trop rare selon Thomas Moutam. L'équipement de son côté essaie de nettoyer, mais l'équipement passe tous les 2 mois, 3 mois. Ici, nos plantes, on a taillé il y a 1 mois de cela, mais si vous venez il y a 2 mois, c'était la brousse. Nos crotons étaient à 2 mètres, il y a l'herbe qui dépassait nos crotons et tout le long de la route. On parle de l'emplissement de la propriété, mais quand tu vois une partie, c'est rasé par leur machine, donc on ne peut pas continuer comme ça. Pourtant, l'enjeu est de taille. Depuis le classement en 2017 du marais de Tapu-Tapuatea au patrimoine mondial de l'UNESCO, la commune a vu le nombre de visiteurs exploser, passant de 9 000 à 35 000 par an. Un afflux qui impose de maintenir une image accueillante et soignée. La municipalité a donc demandé l'établissement d'une convention avec le service de l'équipement du pays pour transférer la compétence d'entretien des bords de route. J'ai sollicité à plusieurs reprises auprès du ministre de faire un partenariat, donc d'affecter l'entretien des bords de route à la commune en faisant une convention. Et nous sommes prêts. J'espère que Fatrehou sera à l'écoute parce que j'ai déjà envoyé plusieurs courriers. En attendant une situation pérenne, la commune de Tapu-Tapuatea se bat au quotidien pour préserver son patrimoine vert, fruit de 2 décennies d'efforts et d'engagement collectifs. Un combat pour ne pas voir s'effacer sous les herbes folles les couleurs et la fierté du Nil. Toujours sur l'île de Rayatea, lundi prochain s'ouvre sur la place Toahuri-Nihi le Matete fénois. Il met en avant les produits du terroir. Coup de projecteur ce soir sur un couple de producteurs qui s'est lancé il y a 5 ans dans la transformation de produits typiques du fénois en gourmandise. Leur portrait est dressé par Jessica Doucet. C'est avec une simple râpe à coco et un petit pressoir que Heifara a pressé ses premières bouteilles de lait de coco. Nous sommes en 2020 et l'aventure Tchoti Tarua commence. Une aventure faite de découvertes, de doutes, mais surtout d'une volonté farouche de valoriser les produits du fénois. Ça a démarré tout doucement, on a essayé de bien apprendre et de bien comprendre
comment bien exploiter. Et au fur et à mesure, on a pu investir dans des machines. Au fur et à mesure qu'on gagnait, on achetait des machines un peu plus importantes et c'est comme ça qu'on arrivait un peu à agrandir, à développer notre business. Mais la passion prend vite le dessus. Ambitieux, Heifara et son équipe se lancent dans la production d'huile de coco vierge, puis de farine, élargissant peu à peu leur gamme. Leur objectif, faire redécouvrir les saveurs locales en imaginant des recettes originales à partir des tubercules du terroir. Pancakes de taro, preto, porridge de manioc ou encore pizza à la pâte de ourou, autant de façons gourmandes de consommer local. Un topping au coco caramel. Il y a de la vanille aussi dedans. Moi, je suis fan en fait de cuisine et j'aime en fait transformer. Moi, j'appelle ça le chou gla-gla parce que je fais des recettes que j'ai jamais fait. Faut pas me demander il y a combien de grammes ou quoi parce que les tartes Tahiti c'est au goût, c'est à la vue, au toucher, à l'odeur et on fait ça avec beaucoup d'amour. Du coup, il faut se diversifier, il faut aussi séduire en fait la jeunesse parce que il faut vivre avec son temps, je dirais. Aujourd'hui, Tiotitarua propose un large panel de produits artisanaux, tous fabriqués à Eyatea. Une équipe soudée, pleine d'idées et d'énergie qui ne compte pas s'arrêter là. Des fois, c'est juste incroyable de tout ce qu'on a pu produire et ça fait plaisir et ça rend... On est satisfait de nous et le fait de rendre plaisir aux gens et de trouver aussi des nouvelles recettes et de nouvelles façons de développer, de transformer le lait, de transformer plusieurs choses qu'on fait. C'est juste incroyable et ça nous fait plaisir et si ça fait plaisir à toute la population, on est content. Et l'histoire continue. La semaine prochaine, leurs douceurs et spécialités seront à retrouver sur le stand du Matete Fénois. Tahia et Heifara s'activent déjà pour satisfaire le plus grand nombre et partager une fois encore le goût du Fénois. Retour à Tahiti, direction Papara, où s'est ouvert ce matin à Tevariti, à la première pépinière de la fédération Tiarerauite Honotini, créée en 1974 par l'ancienne mairesse de Papara, Touyanou Le Gaïk. Cette fédération horticole dispose désormais de 3000 mètres carrés pour ses activités. Elle bénéficiera du site pour une durée de 9 ans. Le site leur est loué par le pays. Et comme je vous l'annonçais en titre, on vous parle maintenant de sport et de la défaite ce matin des Tikitoa lors de leur match d'ouverture de la Coupe du Monde de beach soccer aux Seychelles. Ils se sont inclinés 6-7 face à l'équipe du Chili. Le compte-rendu de Liora Bounik. Oh, le but magnifique des Chiliens! Première participation et première victoire, le Chili débute fort sa Coupe du Monde et l'emporte 7-6 contre Tahiti. Un match qui a été particulièrement disputé. Ouais, c'était un match très difficile. Ouais, c'est dur de commencer un mondial contre Tahiti. Ouais, c'était un grand match contre un grand rival qui est l'équipe de Tahiti, mais l'équipe a tout donné. Oui, pour nous, le Chili, on est une petite équipe, on est comme une famille. Et on est très heureux de cette victoire. Le Chili marque le premier but. C'est pas terminé avec ce ballon. Et le but à la retombée. Tahiti réagit avec une égalisation sur corner. Oh, et la tête. Et le but de Bibiche. Puis les Tikitoa prennent l'avantage 2-1, leur seul moment en tête durant tout le match. Le Chili égalise ensuite les scores sur un coup franc avant la fin du premier tiers-temps. Oh, la frappe, elle est belle. Elle a flotté. Égalisation du Chili. Aujourd'hui, on a manqué un peu de précision. Mais les occasions étaient là, mais on n'a pas su concrétiser. Donc, il faut insister, il faut agresser, il faut continuer à aller vers de l'avant. Et je pense que c'est ce jeu qui pourra éventuellement faire gagner l'équipe. L'écart se creuse 6-4 pour le Chili à l'issue du deuxième tiers-temps. Tout se joue ensuite. Malgré un 7e but, Tahiti s'accroche. Les Tikitoa marquent un 5e puis un 6e but à moins de 2 minutes du terme. La frappe, oh, magnifique! Ils frôlent l'égalisation. Un dernier coup franc à 20 secondes de la fin, mais le ballon ne rentre pas. Pas de prolongation. Pas très bon de commencer le tournoi avec une défaite. On a eu des belles phases de jeu, mais on n'a pas concrétisé nos occasions. Il nous reste 2 matchs. Et c'est important qu'on revienne dans la compétition. Et puis l'objectif, c'est clair, c'est gagner les 2 prochains matchs. Les Tikitoa devront réaliser 2 exploits pour rester dans la compétition. Prochain défi, le Sénégal ce dimanche, puis l'Espagne.
2 victoires cruciales pour atteindre les quarts de finale. Voilà donc prochain match des Tikitoa dimanche à 2h15 en direct et à 5h15 en différé en TV sur notre site internet et notre page Facebook. Nous parlons de football traditionnel et l'équipe féminine de la Spire qui va disputer la Ligue des champions féminines d'Océanie. Les coéquipiers de Gwendoline Fournier devront affronter en phase de poule 2 équipes qui avaient déjà remporté la compétition. Le reportage de Désiré Teivao et Naya Bennett. Un trophée qui fait rêver Gwendoline Fournier et ses partenaires de Pirée. Pour le soulever devant leur public, il faudra d'abord se sortir d'une phase de groupe très délicate. Les Tahitiennes affronteront les 2 derniers finalistes de cette Ligue des champions de l'OFC, les Néo-Zélandaises d'Auckland United et les Papous du Ekari United. C'est le groupe de la mort, hein, mais on ne se met pas la pression, on va jouer Auckland comme si on jouait une équipe lambda. Donc, on va mettre notre jeu en place, on va voir ce que ça va donner et voilà, on va essayer d'aller le plus loin possible. Du côté des Néo-Zélandaises, l'objectif est évidemment de décrocher un second titre dans la compétition océanienne, même si la chaleur sera un facteur important à prendre en compte pour les Kiwis. On rentre dans la période hivernale en Nouvelle-Zélande. Ce n'est donc pas évident de se préparer à jouer sous une forte chaleur dans ces conditions. Mais je crois que notre staff a fait du bon travail pour que nous soyons prêts. Comparé à l'année dernière, la préparation a été bien meilleure cette saison. 7 clubs sont engagés dans cette 3e édition de la Ligue des champions féminines. Dans le groupe A, on retrouve les Fidjiennes du FC Ba, le FC Henderson Hills des îles Salomon et les Tupapa Marerenga des îles Cook. Dans le groupe B, l'Ispire disputera son premier match lundi prochain face à Auckland United. Les Oranges enchaîneront ensuite le 8 mai face à Ponsa, club des Samoa américaines, avant d'affronter Ekari United le 11 mai. Voilà, et des matchs à suivre également sur Tahiti Nui Télévision. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Après la météo, retrouvez votre émission Tatatumu, votre série Underground, puis votre divertissement Mask Singer. Demain, c'est Laurence Françoise qui reprend les commandes du journal. Jeanne Tinoroa pour le VA. Je vous souhaite une excellente soirée sur Tahiti Nui Télévision. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.